Permettez-moi d'avoir honorable assistance, Madame la Présidente, Madame la Présidente de l'Association de soutien des IMC de BJA, de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité pour intervenir en cette journée. Donc pour commencer, je voudrais juste faire un petit rappel sur la définition de l'IMC et beaucoup plus insister sur 2 points. Donc il faut savoir que l'infirmité motrice cérébrale, c'est une lésion, donc cette lésion elle est fixe, elle est fixée, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la lésion elle n'est pas évolutive. Donc chose intéressante par rapport à d'autres pathologies, telles que par exemple les dystrophies musculaires, etc., où l'évolution elle est fatale malheureusement. Donc c'est pour ça que je dis toujours en consultation avec les parents d'enfants IMC, on a la chance que la pathologie paralysie cérébrale, c'est une pathologie qui n'est pas évolutive. Donc grâce à certains moyens qu'on va développer, ça va permettre un petit peu que l'enfant évoluera dans le bon sens, bien sûr pourvu qu'il soit pris en charge précocement et en même temps donc pourvu qu'il soit bien entouré. Une autre chose aussi, en parlant de classification de la paralysie cérébrale, bon, ça a été développé hier et aujourd'hui, je voudrais juste apporter une petite précision en disant que paralysie cérébrale, c'est le terme le plus couramment utilisé dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, surtout les pays anglo-saxons. Oui, on a essayé un petit peu de différencier l'IMC en général. Donc, paralysie cérébrale, ça englobe toutes les pathologies IMC. IMC, tout court, sans le O, ça veut dire infirmité motrice cérébrale, et là, le coefficient intellectuel, il est conservé. Contrairement à l'IMOC, où justement, IMOC avec le O, ça veut dire qu'il y a une atteinte intellectuelle. Et bien sûr, la prise en charge elle est un petit peu compliquée par rapport à l'IMC tout court. Et il y a une autre frange qu'on a souvent tendance à oublier, c'est malheureusement celle la plus importante, c'est le polyhandicap. Polyhandicap, là, il y a une atteinte motrice, une atteinte intellectuelle, et en plus s'ajoutent d'autres atteintes sensorielles. Oui. Donc, pour revenir à la prise en charge, une bonne prise en charge de l'infirmité motrice cérébrale, la paralysie cérébrale, il faut dire que le thème prise en charge, on ne parle plus de prise en charge, mais plutôt en situation de camp, mais plutôt de relation avec les usagers. Donc c'est un terme qu'on a trouvé dernièrement dans un livre qui a été récemment édité par Daniel Truskeli, c'est un neuropédiatre, c'est un livre très récent, donc il est sorti à peine une semaine, le 13 septembre, où justement cette relation avec les usagers, il s'agit d'un enfant donc, dont les parents sont les véritables partenaires. Un concept a été trouvé, donc les lois 2002-2005 consacrent le rôle d'acteur, la personne en situation qui agit en tant que sujet de son devenir et non en tant qu'objet. Chose qu'on faisait auparavant, oui, on considérait la personne handicapée comme un objet d'aide. Et donc ma communication, elle ne va pas s'intéresser. Donc ce ne sera pas un cours détaillé et tout. Avec mon expérience au niveau de la consultation IMC à Ras El Ma, je vais essayer un petit peu de répondre un petit peu aux attentes des parents surtout. Et là, je me réjouis qu'il y a beaucoup de parents qui sont avec nous aujourd'hui. Donc c'est pour cela que je vais essayer de faire certaines remarques et de répondre un petit peu aux attentions des parents. C'est bien dommage, j'avais préparé une communication avec le diapo. Malheureusement, le flash n'a pas voulu marcher, donc je vais essayer tant bien que mal de développer cette communication par voie orale. Il faut savoir que la prise en charge, déjà, elle commence par le dépistage. En effet, donc, dépister cette pathologie précocement, ça veut dire c'est donner plus de chances à l'évolution favorable de l'infirmité motrice cérébrale.
Parfois, on est obligé même de prendre en charge cet enfant très très tôt en néonatologie. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec une détresse respiratoire, ils sont mis en réanimation et le fait qu'ils soient hypotoniques, il faudrait qu'ils soient bien installés, sinon déjà c'est, mine de rien, en 1 semaine, 10 jours, c'est l'installation d'une luxation de la hanche, malheureusement qui va être compliquée, qui va encore aggraver le processus. Donc ce qui est intéressant en consultation, comme je le fais à Rasselma, je prends beaucoup de temps à expliquer aux parents ce qu'est l'infirmité motrice cérébrale. Donc souvent, c'est des parents qui viennent découragés, donc ils n'ont pas encore fait leur deuil de leurs enfants. Et là, tout dépendra justement de cet entretien qui va un petit peu, je dirais, c'est en fonction de cet entretien, bien sûr, avec l'apport du psychologue, que la prise en charge soit effective et une bonne prise en charge. Donc l'intéressant, c'est qu'il faut bien expliquer ce qu'est la paralysie cérébrale et prendre tout le temps d'expliquer que c'est une pathologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas évolutive. Donc il faut s'accrocher aux petits signes positifs de cet enfant. Par exemple, si on reçoit un enfant de 2-3 ans déjà qui commence à s'intéresser à son environnement, qui commence à tenir sa tête, c'est déjà un avantage. Et là, c'est l'intérêt justement de travailler les niveaux d'évolution moteur. Souvent, les parents, ils viennent à l'âge de 2-3 ans, je veux que mon enfant marche. Donc, ce qui intéresse beaucoup les parents, c'est justement la marche. Donc, pour arriver à la marche, il y a plusieurs périodes qu'il faut respecter. Donc on ne peut pas faire marcher un enfant s'il ne tient pas sa tête, s'il ne se retourne pas, s'il n'est pas assis. Donc il faut, en fonction de la consultation, donc en fonction de l'examen de l'enfant, il faut essayer d'évaluer d'abord le déficit et à partir de là, donc commencer à travailler avec l'enfant. Il y a aussi un terme qui est très intéressant que je vais essayer de schématiser d'une manière très très simple. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc il faut savoir que chez l'enfant, la lésion, donc il y a une lésion qui est installée au niveau du cerveau, malheureusement, elle est définitive, elle ne peut pas régénérer, mais ce qui est intéressant justement, je vais expliquer un petit peu, très très brièvement, ce qu'est la plasticité cérébrale, c'est que la région qui n'est pas atteinte, grâce à la multiplication des ramifications, les dendrites et tout, on peut, et à travers bien sûr les stimulations, plus on stimule l'enfant, plus la région qui n'est pas atteinte, elle va se développer pour rattraper un petit peu le retard. Donc c'est pour compenser le retard exactement. Je voudrais aussi parler, donc c'est un petit peu des points que je vais développer. En général, vu le nombre d'enfants importants justement en rééducation, d'habitude, donc la rééducation elle se limite à 2 séances par semaine, maximum 3. Mais il faudrait savoir que la rééducation elle devrait être quotidienne. Et pour qu'elle puisse être quotidienne, il faut justement l'implication des parents. Donc je ne dirais pas l'implication de la mère seulement. Donc tout un débat a été fait ce matin sur la maman, mais il faut également impliquer tout le monde, non seulement la maman, le père et beaucoup aussi le grand-père, la grand-mère, les enfants, etc. Donc c'est tout le monde qui devrait se mettre à faire un petit clin d'œil sur cet enfant pour éventuellement donc l'aider. Donc à la maison en général, on peut éventuellement voir est-ce que l'enfant il est bien installé. Il faut utiliser beaucoup de jouets. Donc on sait bien que la rééducation chez l'IMC ne demande pas beaucoup de moyens. Donc souvent, malheureusement, les parents ils sont beaucoup attirés par tout ce qui est électronique, vibromasseur, électrothérapie, infrarouge et tout, alors que vous avez vu tous que normalement en rééducation on n'utilise pas du tout de moyens physiques. Donc c'est une rééducation active et là c'est l'enfant qui doit faire l'effort
pour arriver à ce qu'on veut lui donner justement. Et là, d'où il faut utiliser beaucoup de jouets qui permettent un petit peu à cet enfant de se mouvoir, de s'intéresser à son environnement, etc. Souvent, chez nous, la tradition a voulu que nous sommes trop protectionnistes. Donc, devant un enfant vulnérable, on a toujours tendance à dire laissez-le, il ne faut pas trop le toucher, il ne faut pas trop le alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Un enfant, justement, qui est limité dans ses activités, dans son action, il faut au contraire le stimuler, l'éveiller et tout, pour qu'il puisse se mouvoir autant que ses frères et sœurs. Je reviendrai aussi sur les attelles. Les attelles, en général, c'est un grand investissement que font les parents parfois, surtout ceux qui n'ont pas l'assurance. Donc il y a parfois l'indication d'un corset siège, des attelles. Et malheureusement, la plupart du temps, elles sont pas acceptées par les enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps assez d'expliquer, surtout s'il y a une possibilité à l'enfant qu'il comprenne l'utilité de ces attelles. Et en même temps, il faut toujours préparer cet enfant à l'utilisation de ces attelles. Donc souvent, l'enfant, dès qu'il se réveille la nuit, il pleure. Et bien sûr, les parents, ça se comprend aussi, pour qu'ils puissent se redormir. Donc ils enlèvent les attelles, alors que l'utilité des attelles, surtout les attelles des membres inférieurs et les attelles palmaires, leur intérêt, c'est de les porter justement la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la croissance de l'os et des muscles, elle se fait beaucoup plus la nuit, et d'où l'intérêt justement de les laisser pendant la nuit. Je reviendrai aussi sur la toxine botulique. En général, on a entendu parler, donc c'est un nouveau produit en Algérie, et pratiquement on trouve des enfants qui sont, je dirais, hypotoniques, et avec ça il y a des parents qui demandent, même parfois qui cherchent à l'acheter. Heureusement qu'elle ne se vend pas en pharmacie, sinon ils l'auraient utilisé même pour des enfants qui ne justifient pas l'indication. Donc il faut savoir aussi que les parents, bien sûr, ils sont limités dans leur connaissance. Il faut savoir que la paralysie cérébrale, elle varie d'une simple boiterie jusqu'au stade de polyhandicapé. Et chaque cas est un cas. Donc ce n'est pas parce que cet enfant, ils ont vu que le médecin lui a prescrit un corset siège qu'ils veulent aussi lui en faire un corset siège, même s'il a une bonne tenue assise, il n'y a pas d'hypotonie, etc. C'est toujours les parents, ils courent après pour demander également donc, ce que le voisin a comme appareillage. Il y a aussi le problème de convulsion. Donc pratiquement, il y a, je dirais peut-être 50% de nos enfants paralysés cérébrales font des convulsions. Malheureusement, cette convulsion, donc l'épilepsie, parfois elle freine le développement psychomoteur de cet enfant, et même parfois on a tendance à donner des drogues. Et bien sûr, c'est légitime, le pédiatre, le neuropédiatre, pour lui, il faudrait que les convulsions s'arrêtent. Et pour le médecin éducateur, en général, il faudrait que l'enfant soit éveillé, il ne faut pas qu'il soit trop hypotonique grâce aux drogues, donc il évite certaines drogues qui font que cet enfant est tout le temps endormi, ce qui serait en défaveur de la rééducation et de la progression de l'enfant. Donc là, c'est un grand problème. J'ai oublié aussi de dire que paralysie cérébrale, bon, on ne l'a pas développée, mais il n'y a pas de pédiatre donc, qui ont fait de communication dans ce sens. J'essaierai d'être bref sur le type d'IMC. On sait qu'il y a plusieurs types, donc il y a la forme spastique, il y a la forme athétosique, il y a la forme tremblement, ataxique, donc il y a plusieurs formes, et chaque forme, elle nécessite une prise en charge adéquate. Ce qui est chez nous vraiment embêtant en rééducation, c'est surtout les enfants qui sont athétosiques. Athétosiques, en général, c'est des enfants qui font beaucoup de mouvements incoordonnés, et là justement on trouve du mal à stabiliser l'enfant pour qu'il puisse développer un petit peu ses niveaux d'évolution moteur.
Bien sûr, la rééducation, donc, elle est vaste. Donc, qui dit rééducation fonctionnelle dit une équipe pluridisciplinaire qui est constituée donc, du médecin rééducateur, du psychologue, du psychomotricien, surtout quand l'enfant est tout petit, du kinésithérapeute, de l'ergothérapeute, de l'orthophoniste, etc. Donc, en général, c'est rare de retrouver toute une équipe. Malheureusement, on a beaucoup de retard concernant cette pathologie. On ne sait pas travailler aussi en groupe. En général, l'enfant il est morcelé, donc, et tout ceci parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, et d'où l'intérêt justement de penser à pourquoi pas multiplier des centres, et aussi, j'insisterai aussi sur la formation. Donc nous manquons beaucoup de formation, et pour ceci, donc peut-être je clôturerai ma communication en laissant la place à M. Kentash qui va développer un petit peu quels sont les moyens pour éventuellement donc permettre à cet enfant de progresser. Qu'est-ce qu'il faut, quels sont les dispositifs qu'il faudrait faire pour une meilleure prise en charge de l'enfant paralysé cérébral. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Saadawi. On sent bien que tout ce que vous nous dites vient d'une pratique et d'un terrain dans lequel vous êtes depuis des années.